Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, la raison pour laquelle... Oh, attention, Link qui est un peu à côté de moi, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Hein, ça va, Link? Chat? Bon. Si vous voyez des trucs bizarres dans le chat, c'est peut-être à cause de lui. Hein? Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu veux de l'attention. Ah, puis il passe devant mon écran. Hey, Anna. Bon, ok. Bon, ok, là, pourquoi qu'on fait ce stream? C'est parce que je vais faire la lecture du premier tome d'Archibald Twitter, La voix du magiographe, que voici. Alors, le petit résumé qui est ici. Janvier. Ah, bien sûr, il faut que je copie le lien pour le chat. Donc, c'est disponible chez les éditions Lux et Nox. Et le petit résumé va comme suit. Janvier 1910. Archibald Twitter est un archéomage en quête d'artefacts magiques et légendaires pour le compte de l'Institut des arts et des sciences magiques de Londres. Se rendant à Paris suite au décès de son ami et mentor, le professeur Maurice Quatrilive, il découvre que sa mort n'a rien de naturel et que son meurtre déguisé cache la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Sera-t-il le premier archéomage à découvrir la tombe de Merlin? Alors, c'est une série de 4 tomes. Il y a déjà un deuxième tome qui se passe sur le Titanic et je pense que le troisième tome est en cours d'écriture, à- de ce que j'ai pu comprendre. Fait que, ouais, allons-y. Ben, puis ouais, puis j'avais oublié de dire, mentionner le nom de l'autrice, c'est Marine Métivier qui a écrit cette saga. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans la lecture. Prologue. Paris, samedi, le 31 octobre 1908. Le miroir lui renvoya le visage d'un homme apeuré. Il contempla ses traits figés par l'angoisse, pâles, aux cernes apparents, à la mâchoire crispée. D'une main tremblante, il s'empara du verre posé sur le rebord de la cheminée, dont les flammes pétillantes ne parvenaient pas à le réchauffer. Il but une longue gorgée de liquide ambré. L'alcool ne lui procura aucun réconfort, le plongeant un peu plus dans une torpeur maladive. Il avait juré être prêt à tous les sacrifices, mais ces mots, prononcés naguère de manière solennelle, lui semblaient bien pompeux désormais. Je n'ai pas le choix, songea-t-il. Il ferma les yeux, un instant étourdi. Bien sûr qu'il avait le choix, celui de refuser un tel sacrifice, celui de fuir, qu'importaient les conséquences. Je n'ai plus le choix. La porte s'ouvrit, le faisant sursauter. Une silhouette se dessina dans l'obscurité et s'approcha, le froufrou de ses jupes en soie balayant le parquet. Il ne se retourna pas, sursauta à peine quand la femme posa une main sur son épaule. Elle devina ses peurs, ses pensées, ses appréhensions. Il est l'heure, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il hocha la tête, mais n'amorça aucun mouvement. Tout au plus sentit-il la main de la femme prendre la sienne pour la serrer avec douceur, avec ferveur. Hey, salut Mousticade, j'espère que tu vas bien. Merci de passer sur mon stream. Je ne t'abandonnerai pas. Je sais. Elle caressa son visage en un geste tendre, et ses doigts suivirent le tracé de la cicatrice qui lui crevait la joue, de la tempe jusqu'au coin de sa bouche. Il trouva un certain réconfort dans ce toucher, et ferma un instant les yeux pour puiser en lui le peu de courage qui lui restait. Je n'ai jamais eu le choix. Je suis prêt. Il entra dans une pièce plongée dans la pénombre, que parvenait à peine à éclairer la dizaine de bougies dont la cire avait coulé pour former de petites flaques blanchâtres au pied des candélabres de bronze. Toute la pièce était tendue de noir, jusqu'au grand miroir recouvert d'une dentelle sombre. Même la lune avait tiré sur elle son manteau obscur. Par-delà les fenêtres ouvertes, il observa le ciel piqueté d'étoiles et eut la crainte soudaine de ne jamais revoir la beauté de la nuit. Au centre se dressait une table en bois d'ébène qu'entouraient 3 silhouettes vêtues de capes et masquées. Aucune d'elles n'eut le moindre geste de réconfort, tandis qu'il prenait place sur l'autel que recevait le sacrifice. Il s'allongea sur la table, le cœur battant la chamade, la peur au ventre. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il croisa le regard de la femme penchée au-dessus de lui. Il s'imprégna de son odeur, de son visage, de son sourire. Il savait que jamais elle ne le trahirait et qu'elle serait prête à tout pour lui. Il quittait ce monde avec l'espoir qu'elle serait toujours là, à ses côtés. Elle glissa dans sa poche une pièce d'or. Pour le passage, murmura-t-elle avec un rire, comme une plaisanterie connue d'eux seuls. Frère! Lança l'une des silhouettes d'une voix forte.
Ton honorable sacrifice t'apportera l'honneur et la gloire pour l'éternité. Nos prières et nos pensées t'accompagneront sur les rivages de l'outre-monde. Pars maintenant. » L'homme ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il eut un accès de colère contre lui, contre ses frères. Ce n'étaient pas eux qui étaient allongés sur cette table. Il eut un sursaut quand les mains glacées de la femme déboutonnèrent sa chemise, révélant un torse sec, maigre, aux côtes saillantes. Son cœur ne lui laissait aucun répit, vibrant dans sa poitrine. Par tous les saints, il ne voulait pas mourir. La femme leva les yeux vers les trois silhouettes qui hochèrent la tête. Elle s'empara du poignard d'obsidienne, emmanché dans un morceau de bois de serre, utilisé jadis par les druides lors des sacrifices. Il regarda, apeuré, hébété, oppressé, les flammes des bougies danser sur la lame. Pourtant, le coup ne vint pas. Qu'attendaient-ils tous de la sorte? Soudain, il eut du mal à respirer et fut saisi de vertige. Son cœur, sa tête, que se passait-il? Qu'avait-il? Ses muscles cessèrent de lui obéir, son corps entier fut agité de violentes convulsions. Sa tête prise dans un étau, son crâne chauffé à blanc, les yeux écarquillés prêts à sortir de leurs orbites, le goût de la mort sous les lèvres. Non, non! Il ouvrit la bouche pour hurler, mais seul un râle en sortit. Il était en train de mourir. Comment? Le poignard brillait toujours entre les mains de la femme. Des larmes silencieuses coulaient sous ses joues, tandis que le regret dansait dans son regard. Il comprit alors. Elle avait empoisonné le vin. Son corps fut secoué d'un dernier spasme, tandis que ses lèvres cherchaient avec désespoir le moindre souffle. Elle brandit alors le poignard et l'enfonça dans son cœur, extrayant la dernière parcelle de vie qui l'habitait et que le cyanure n'avait pas encore perverti. Le sang goûta de la plaie et l'obsidienne recueillit le dernier battement de cœur dans sa pierre. Le silence se fit, terrible. Hey, salut El Shooter, merci à toi de ta visite sur le stream, hein, comme toujours. Hein. Donc, les flammes des bougies s'éteignirent d'un coup. Un vent glacial, insidieux, se leva dans la pièce. Une ombre passa dans le grand miroir. La femme eut un soupir de soulagement. Le voyage avait commencé. Il avait rejoint les rivages de l'outre-monde. Chapitre 1. Londres, samedi 1er janvier 1910. De toute évidence, l'épée était une fausse. Archibald Twitter réfréna son envie de lever les yeux au ciel. Face à lui, Lord George Willoughby n'en finissait plus de pérorer, bombant son torse avec fierté. Il ne faisait aucun doute, selon lui, que l'épée était la légendaire Excalibur. Par politesse, Archibald le laissa divaguer sous sa prétendue trouvaille. Longue de plus d'1 mètre, la lame avait été façonnée dans un métal de mauvaise qualité, ayant subi un martelage hasardeux, censé lui conférer un aspect ancien et usité. Alors qu'il passait son pouce sur l'acier pour éprouver son tranchant, Archibald sentit bien trop de défauts. Quant à la pointe, le faussaire avait pris soin de la briser, comme pour l'original. Ce morceau manquant, long d'une vingtaine de centimètres, avait toujours plongé les archéomages dans la plus grande perplexité. L'épée était dotée d'une garde-croix avec un trèfle à 4 feuilles à chaque extrémité. La poignée, assez grande pour y placer les 2 mains, a été enveloppée d'une lanière en cuir souple, de couleur verte. Le tissu était trop neuf. La sueur du combat et le temps auraient dû l'abîmer. Le pommeau avait été, quant à lui, taillé en une tête de dragon doré, aux yeux ornés de minuscules émeraudes, sans doute fausses elle aussi. Cependant, l'épée qu'Archibald tenait entre les mains le troublait. Il s'agissait sans nul doute d'une remarquable pièce d'orfèvrerie. Ce qui l'inquiétait était la minutie du travail. Pour avoir lui-même procédé à sa véracité quelques années auparavant, il ne pouvait nier qu'il s'agissait là de la copie conforme de l'authentique Excalibur, celle-là même exposée à l'Institut des arts et des sciences magiques avant d'être volée au nez et à la barbe des gardiens 2 ans plus tôt. Alors, cher ami, je vous écoute. S'agit-il de l'épée du roi Arthur? Puis-je prétendre à la récompense? Lord Willoughby eut un rire, sa large moustache tressautant. Archibald regarda sans rien dire l'homme massif qui se dandinait devant lui. Il récupéra sa coche en cuir vieilli posée à ses pieds et fouilla à l'intérieur. Il en sortit une petite boîte en bois qu'il ouvrit. À l'intérieur, posée sous son écrin, se trouvait ce qui ressemblait à une montre dorée. Sur le cadran avaient été gravées des inscriptions en runes, cernées par une grande aiguille immobile et semblable à une boussole. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Lord Willoughby, intrigué. «
C'est un magiographe, expliqua Archibald. Un détecteur capable de déceler la magie, si vous préférez. Il promena l'instrument au-dessus de l'arme. Lord Willoughby retint son souffle. Les aiguilles du magiographe frissonnèrent à peine. C'est une contrefaçon, annonça froidement Archibald, rangeant l'instrument dans sa boîte. Lord Willoughby pâlit d'un coup. Il contempla l'acier posé entre eux d'un art idiot, secouant la tête. Une contrefaçon? Non, non, ce n'est pas possible. Il m'a certifié que c'était Excalibur. Ce n'est pas l'épée du roi Arthur, répétait Archibald, ennuyé d'avoir perdu son temps. La lame a été fabriquée il y a quelques mois et volontairement vieillie. Regardez toute cette oxydation. Et vous voyez le pommeau? Un simple choc pourrait le détacher. En outre, le magiographe n'a détecté aucune once de magie. Vous conviendrez que, s'agissant de l'épée du haut roi de Bretagne, reçue des mains même de la Dame du Lac, cette absence est anormale. Lord Willoughby se laissa tomber dans l'un des fauteuils qui garnissaient son salon privé, marmonnant pour lui-même que c'était impossible. Archibald eut presque de la peine pour lui. « Laissez-moi deviner, déplora-t-il. Votre vendeur voulait s'en débarrasser à tout prix, n'est-ce pas? Il vous a sûrement attiré dans l'ombre de son arrière-boutique et chuchoté sur un ton conspirateur que l'épée était maudite. » Lord Willoughby suait à présent à grosses gouttes. Il hocha la tête d'un air pitoyable. « Vous êtes fait avoir, mon ami. » Hey, merci, Mousticate. Oui, je suis contente que tu aimes mes choix de lecture. C'est un peu ça la beauté de cet exercice de premier chapitre. Il y a toutes sortes de genres. Là, avec ça, on est plus dans le steampunk, dans le cas de Archibald Twitter. Hier, on avait du solarpunk. On va avoir sûrement... je pense qu'on va avoir aussi de la romantasy dans les prochains jours. On va avoir aussi du dark fantasy. Fait que ça reste toutes sortes de littérature de l'imaginaire, mais excusez-moi, mais il y en a pour tous les goûts. Alors, je vais reprendre ma lecture. Lord Willoughby poussa un gémissement, enfouissant son visage entre ses mains. Archibald avisa un cordon de velours rouge qui pendait à côté de la porte. Il tira dessus et un majordome tiré à 4 épingles entra aussitôt. « Apportez-nous du thé ainsi que du cognac. »« Bien, monsieur. » Il ne tarda pas à revenir. Archibald le soupçonna même d'avoir anticipé thé et brandy et posa un plateau argenté sur la desserte. Lord Willoughby but à petite gorgée un verre de cognac, tandis qu'Archibald savourait son thé dans une tasse de porcelaine. Il laissa son hôte s'emporter contre les voleurs qui polluaient le sol britannique et qui complotaient pour corrompre les honnêtes gens tels que lui. Posté à l'une des fenêtres, encadré par 2 épais rideaux de velours vermeil, l'archéomage contempla l'extérieur d'un air absent. Une automobile freina en urgence quand un gentleman, perdu dans ses pensées, traversa la rue. L'élégante silhouette d'un dirigeable passa tout en douceur dans le ciel gris. Le vent souffla entre les branches nues des arbres plantés le long de l'avenue. Ouais, Mousticate qui me répond, plein de types que je ne connaissais pas. Je vais ouvrir mes horizons avec vous. Ah, ben c'est gentil, mais c'est ça aussi le but. Puis moi aussi, ben, ça me permet de découvrir toutes sortes de livres, que ce soit publié en maison d'édition ou auto-édition. Fait que, ouais, non, je suis contente de la, on va dire, de l'engouement pour ce projet. Donc, bon, ouais, Shooter qui me dit que ce serait drôle, un épisode d'une galaxie à la sauce cryptique. Faudrait que j'aille la permission d'abord pour lire le livre de scénario, mais ouais, ça serait une idée. C'est. Mon Dieu, je sais pas. On verra bien ça, hey, Shooter, là, je vais y penser. Donc, excusez-moi. Mais ouais, moi qui. Excusez. Je vais reprendre la lecture. Fait qu'Archibald ressortit de sa poche sa montre à gousset au cadran brisé pour regarder un instant les aiguilles trotter. Il referma d'un mouvement le clapet, coupant court au jérémiade de Lord Willoughby. Celui-ci le contempla, les yeux humides de honte de s'être fait tromper. Cher ami, oserais-je vous demander... Vous devez comprendre que dans ma position, il m'est impossible de... Accepteriez-vous de parler en mon nom pour... réclamer un remboursement? Balbutia-t-il. Archibald réprima un soupir, le énième depuis qu'il avait passé les portes de sa demeure, mais ses yeux se posèrent sur la parfaite imitation. Une nouvelle fois, il fut frappé par la précision des détails. Peut-être tenait-il là un début de piste pour retrouver la véritable Excalibur. « Très bien, je vais rendre une visite de courtoisie à votre... escroc. » Lord Willoughby le remercia aussitôt, emprisonnant ses mains dans les siennes pour les serrer avec ferveur.
Puis, cherchant du papier et un crayon dans l'une des commodes garnissant son salon, il entreprit de noter l'adresse. Il s'agissait d'une petite boutique située sur la rue des Antiquaires, au temps jadis. Archibald rangea le papier dans sa poche et désigna du doigt l'épée. Puis-je? Prenez-la. Que voulez-vous que j'en fasse? Soupira Lord de George en haussant les épaules d'un air fataliste. Dans le couloir de l'entrée, Jane Appleton attendait, assise sur l'un des fauteuils, un grand cabas tapissé sous ses genoux. Son regard était fixé sur la somptueuse collection de tableaux de Lord Willoughby. Cela faisait près d'une heure que le professeur Twitter s'était enfermé dans le salon pour son expertise et elle commençait à trouver le temps long. Elle étouffa un bâillement dans son poing fermé et papillonna des yeux embrouillés de larmes. Être l'assistante d'un archéomage était loin d'être une sinécure. Elle qui s'était figurée passer ses journées à taper à la machine quelques rapports, peut-être répondre 1 ou 2 fois au téléphone, dépouiller sans doute un fatras de courrier, avait vite déchanté. Point de repos, de jour comme de nuit. Le professeur Twitter ne tenait pour ainsi dire jamais en place, ayant, semblait-il, pour unique mission de dénicher tous les artefacts magiques que pouvait receler l'Empire britannique. Loin de s'en formaliser et n'ayant pas pour ambition d'être victime, Miss Appleton, du haut de ses 24 ans, avait accepté le défi, même si cela signifiait cavaler dans tout Londres, patauger dans la boue des sites archéomagiques ou poireauter dans des couloirs à attendre le bon vouloir de ces messieurs, puisque ce lord avait refusé l'intrusion d'une femme dans ses affaires privées. Un vrai goujat. Jane gommela. Elle lissa du revers de sa main sa longue jupe en lin marron, tira un peu sur son manteau boutonné jusqu'au cou qui la gênait, replaça son large chapeau à plumes, sentit sous ses doigts les mèches de ses cheveux roux s'échapper de son chignon. Elle poussa un soupir. Elle pouvait accrocher un millier d'épingles dans sa chevelure, celle-ci était toujours désordonnée. La porte du salon s'ouvrit à toute volée, et Jane bondit sous ses pieds en voyant le professeur Twitter et Lord Willoughby s'en sortir. « Je vous remercie, mon ami, de prendre mon vol au sérieux, » annonça le lord qui avait repris ses esprits. « À votre service, » dit Archibald en tournant le dos au domestique qui lui mettait son manteau. « Nous partons, Jane. » Archibald enfonça son chapeau melon sur la tête. Lord Willoughby les raccompagna jusqu'à la porte de son élégante demeure et les salua d'un signe de la main. « Où allons-nous, professeur? » s'enquit Jane, tandis qu'Archibald faisait signe à un fiacre tiré par un imposant cheval noir. Le cocher répondit à l'appel en stationnant devant le perron. « Nous partons sur les traces d'Excalibur, s'exclama-t-il enchanté. « Rue des Antiquaires, reprit-il à l'adresse du conducteur, tout en fourrant sans cérémonie la grande épée à l'intérieur de la voiture. Jane s'engouffra. Jane s'engouffra la première dans le véhicule. À l'avant, le cheval piaffa d'impatience, raclant le sol de son sabot. Lorsque la portière claqua derrière Archibald, le cocher tira sur les rênes et le fiacre s'inséra dans la circulation. En dépit de ce premier jour de l'an, la vie citadine s'activait fébrilement dans les rues de Londres. Colporteurs, vitriers, rémouleurs, vendeurs ambulants, crieurs de rue ou simples passants, les Londoniens cohabitaient avec la circulation dense. Le fiacre s'alloma entre les omnibus à l'arrêt, les véhicules tirés par des chevaux, des cabriolets, des bicyclettes, le tout cahotant sur les routes pavées et se noyant dans un concert de klaxons, de freins, de cris et de hennissements. Archibald Twitter contempla d'un air absent les grandes artères de la capitale anglaise, triturant machinalement sa montre à gousset. Il avait à cœur de retrouver Excalibur pour réparer l'affront dont il se figurait être la victime. L'épée du grand roi avait été placée sous sa protection après sa découverte dans les eaux glacées d'un lac noir, dans le comté de Cumbria, dans le nord de l'Angleterre, tout près du site qui avait vu se déchaîner la dernière bataille opposant le roi Arthur à son fils, l'usurpateur Mordred. Cette découverte avait fait d'Archibald un archéomage reconnu par ses pairs. Ces nobles savants prétendaient vouloir protéger le peu de magie qui illuminait encore ce monde par ses fragments épars, issus des mythes et des légendes. À 33 ans, le professeur Twitter était fier d'être l'un de ces chasseurs de magie, comme les surnommait ironiquement la presse. Plutôt bel homme, la taille élancée, la chevelure noire toujours ébouriffée pour y passer constamment la main lorsqu'il était pris d'une frénésie archéomagique, il arbourait une moustache en croc qui faisait toute sa fierté et qu'il avait agrémentée d'une barbe qui taillait avec soin, sans doute dans l'espoir de se vieillir de quelques années afin de se donner des airs de vieil érudit. Il ne fallut pas longtemps à Jane et Archibald pour atteindre le quartier très commerçant des Antiquaires, situé dans une enfilade de bâtiments aux façades surmontées de colonnades blanches. Le fiacre s'arrêta devant l'adresse donnée par Lord Willoughby un peu plus tôt. Archibald ouvrit la portière et récupéra d'un air décidé la longue épée. Un passant, épouvanté à la vue de l'arme, s'empressa de changer de trottoir tout en marmonnant quelques imprécations.
Le fiacre repartit aussitôt que Jane eut réglé la course. Elle rejoignit Archibald, qui étudiait avec attention la devanture du magasin d'antiquités. La vitre encrassée était cernée de bois peint en rouge et l'enseigne, en lettres d'or, indiquait au temps perdu. Lugubre, marmonna-t-elle. Archibald échangea un regard avec sa secrétaire avant de pousser la porte, faisant bondir la clochette attachée au linteau. Une forte odeur de poussière assaillit leurs narines. Derrière le comptoir, un homme d'une trentaine d'années, portant un costume en flanelle de laine grise et à la cravate savamment nouée, leva la tête de son expertise pour observer ses nouveaux clients. Il possédait une admirable chevelure brune bouclée, des yeux pétillants d'intelligence, un nez droit. Il avait coincé un verre sous son sourcil froncé qui lui grossissait l'œil. « Puis-je vous aider? » demanda-t-il d'un air affable, tout en retirant sa loupe. Archibald posa la lourde épée sur le comptoir dans un bruit sourd. Jane resta en retrait, faisant mine de s'intéresser aux objets exposés qui prenaient la poussière. Vases, tableaux, gravures, miroirs, pendules, bronze. « J'aimerais parler au patron, » réclama Archibald. « Vous l'avez devant vous, » s'exclama l'antiquaire avec un sourire charmeur et un léger accent qui trahissait ses origines françaises. « Elphire Rochambeau, pour vous servir. En quoi puis-je vous être utile, monsieur? » Archibald ignora la question. Il désigna l'épée d'un geste de la main. « J'ai besoin de votre expertise, monsieur Rochambeau. Mon chemin a croisé par hasard cette épée et je souhaiterais que vous me la datiez. » Le sourire de l'antiquaire s'élargit. « Mais bien évidemment. » Il se baissa pour s'emparer d'une paire de gants en coton blanc qu'il enfila avec soin et prit l'arme avec délicatesse pour l'étudier avec attention. Archibald le regarda faire, tapotant du bout des doigts le comptoir d'un geste impatient, tout en étudiant sa réaction. Il ne fut pas déçu. L'antiquaire reconnut aussitôt le faux. Elphire Rochambeau reposa l'épée et tout sauta, gêné. La ligne qui fait ses omises. Où avez-vous trouvé cette antiquité? Archibald fouilla dans les poches de son manteau. Il en tira la carte de visite du Lord qui l'abattit sur le comptoir. George Willoughby, ça vous dit quelque chose? Un homme très bavard qui cherche toujours des objets d'une grande rareté. Vous lui aviez vendu il y a quelques semaines une épée en prétendant lui céder Excalibur. Je dois avouer que c'est une copie incroyablement fidèle. Combien lui en avez-vous soutiré? L'antiquaire fronça les sourcils. Cher ami, je ne vois pas vraiment de quoi vous parlez. Je ne suis pas votre ami, gronda Archibald, menaçant. Maintenant, dites-moi, combien vous rapporte votre petit marché lucratif? Qui est votre fournisseur? Savez-vous où se trouve Excalibur, la vraie? Dans un regain de fierté, l'antiquaire croisa ses bras sous sa poitrine et considéra l'archéomage d'un air hautain. « Je vous prierai de quitter mon magasin, monsieur, dit-il avec froideur. Me traiter de faussaire? C'est absolument scandaleux! » Archibald fronça les sourcils. Son instinct lui hurlait que l'antiquaire n'était pas étranger au vol d'Excalibur. « Vous savez où elle est, n'est-ce pas? » Le regard d'Elphire Rochambeau passa de l'épée vers la porte. Jeanne se mit devant la sortie afin de lui barrer la route en cas de fuite. « Oh, et puis flûte, dit-il. Il abattit son poing sur la mâchoire d'Archibald qui, surpris, trébucha en arrière. L'archéomage s'effondra avec grand fracas sur une armure exposée derrière lui. Jeanne réagit instantanément. Elle brandit son sac à la manière d'un gourdin et l'abattit de toutes ses forces sur le crâne de l'antiquaire. Celui-ci poussa un cri et vacilla, se tenant à la tête de ses deux mains. Il lui jeta un regard noir avant de plonger ses doigts dans la poche de sa veste pour en sortir un petit revolver qu'il braqua sur elle d'un geste menaçant. Jane ouvrit de grands yeux, stupéfaite. Archibald se remit difficilement debout, frottant sa mâchoire douloureuse. Il se mit entre l'arme et sa secrétaire. « Inutile d'en venir aux mains, monsieur Rochambeau. Ayons une discussion entre gens civilisés, voulez-vous? » L'antiquaire n'avait plus rien de charmant. Il désigna d'un geste la porte. « Il me semble, monsieur, vous avoir demandé de partir. » Archibald fit un pas en avant, l'antiquaire arma le chien du revolver. L'archéomage se rua alors tête baissée sur Rochambeau avant que celui-ci ne tire. Il eut cependant le réflexe d'appuyer sur la détente avant de tomber au sol, entraîné par le professeur. Le coup de feu retentit dans le magasin et une balle se ficha dans l'un des grands miroirs de bronze qui éclata en mille morceaux, projetant ses débris sur Jane, qui se recroquevilla sur elle-même pour se protéger. Rochambeau se releva presque aussitôt et envoya son nez dans le visage d'Archibald. Du sang jaillit de son nez et de sa bouche. Avec un cri de colère, Jane se précipita sur l'homme pour tenter de lui asséner un coup de poing. De revers de la main, Rochambeau la gifla et elle tomba lourdement sur le sol. De nouveau, il braqua son revolver sur le professeur, lui sommant de se lever. L'archéomage, le visage ensanglanté, prit appui sur le comptoir pour ne pas tomber. « Assez plaisanté, » déclara l'antiquaire. « Qui êtes-vous? » La main d'Archibald se referma sur la garde de la fausse Excalibur. D'un geste ample, il la brandit devant lui, prêt à se battre.
Alphée Rochambeau leva un sourcil, nullement impressionné. Vous songez sérieusement à me défier avec ça? Cette chose peut à peine couper du beurre. Vous avez raison, reconnut Archibald. Il bascula l'épée, tenant la lame entre ses mains. Il se servit alors de la garde pour asséner un formidable coup sur la tête de l'antiquaire, qui s'écroula aussitôt au sol, assommé. Le pommeau, mal fixé, sauta, et la tête de dragon alla rouler sous le comptoir. Sacrebleu, j'avais raison, marmonna Archibald en contemplant la garde de l'épée. Tout va bien, Jane? Elle hocha la tête, touchant du bout des doigts sa joue meurtrie, et accepta la main que lui tendait le professeur pour l'aider à se relever. Puis Archibald s'agenouilla près de Rochambeau. Il lui retira sa cravate, batailla avec le nœud et entreprit de lui nouer les mains derrière le dos. Cela fait, il se redressa et tira de sa poche un mouchoir, soufflant dedans pour chasser le sang obstruant son nez. Il contempla pensivement la boutique, autant profiter de l'évanouissement temporaire de l'antiquaire pour la fouiller. Avec un peu de chance, il trouverait un quelconque nom qui le mènerait alors à Excalibur. « Surveillez la porte, ordonna-t-il à Jane. Avec tout ce refuge, je crains que la police ne tarde à venir. Appelez-moi s'il y a un problème. » Elle leva l'ourlet de sa jupe et enjamba les débris de verre qui jonchaient le sol avant de se poster devant la vitrine. Elle essuya sommairement la vitre sale du plot de sa main et jeta un coup d'œil à l'extérieur. « Rien n'est signalé pour le moment, professeur. » Archibald vérifia d'abord le registre des ventres, déchiffrant la minuscule écriture en pattes de mouche, sans que rien de compromettant n'apparaisse. Puis il fouilla les tiroirs du comptoir, ne trouvant que des gants, une loupe, des crayons à la mine cassée, une pomme rabougrie, des boutons de manchette, une paire de clés, quelques cartouches pour le revolver. Il nota la présence d'un paquet de cartes de visite négligemment jetées, chacune comportant un nom différent, venant de toute nationalité. Franz Erlinger, Alfondo Reis, Andrzej Mikhailovich, jetant un regard sur l'antiquaire inanimé qui gisait presque à ses pieds, et devina sans mal qu'il s'agissait là de prête-nom. Il finit son inspection dans l'arrière-boutique, coupée du reste par un épais rideau rouge. Il tâtonna un instant le mur avant de trouver le bouton électrique et l'actionna. Une lueur tremblotante illumina la pièce au fond de laquelle se trouvait une simple porte. Partout, des objets prenaient inutilement la poussière. Il s'avança avec précaution dans le bric-à-brac. Il était étrange que l'antiquaire se soit défendu avec tant d'ardeur. Une forte intuition le tarauda. Il sortit son magiographe de sa poche et se laissa guider par l'instrument. Le résultat ne se fit pas attendre. Les aiguilles s'affolèrent aussitôt en direction d'une grosse malle défraîchie. Il débarrassa le couvercle du lourd échiquier en marbre bleuté et du tapis de Damas avant d'ouvrir le loquet. Il ne rencontra que du vide. Le magiographe, lui, était formel. Il y avait bien quelque chose dans la malle. Archibald tendit l'oreille, toqua l'intérieur, qui sonna creux. Il fit basculer le double fond. Les premières marches d'un escalier de bois se dessinèrent dans la pénombre. À tâtons, il descendit dans les entrailles de la boutique, prenant garde de ne pas glisser. Sa tête heurta une chaîne en laiton qui l'actionna. Une vive lueur éclaira la pièce secrète. Il s'agissait d'une petite cave, creusée à même la roche, qui avait dû servir de cellier au précédent propriétaire. Une forte odeur de moisie et d'humidité le prit à la gorge. Ses chaussures crissèrent sur le gravier tandis qu'il tournait sur lui-même. Il ne tarda pas à réaliser qu'il s'agissait là d'une planque pour un trafic d'art. Des tableaux étaient accrochés au mur ou entreposés dans une grande caisse en bois. Les copies étaient si parfaites qu'Archibald crut un instant avoir sous les yeux un authentique dégât ou de la croix. Sur un chevalet, un déjeuner des canotiers finissait de sécher. Tout à sa contemplation, l'archéomage dut avouer que le faussaire possédait un joli coup de pinceau. Il s'était aussi essayé à la sculpture sans grand succès. Le baiser de Rodin n'avait rien de la sublime nudité des deux amants. Mais ce qui attira le regard d'Archibald fut surtout le râtelier, sur lequel avaient été suspendus 3 Excaliburs, qu'Archibald devina fausses au premier coup d'œil. Au fond de la pièce avait été dressée une table montée sous des tréteaux. La tiraille du parfait faussaire était posée dessus. Pince, tenaille, scie, marteau, garde en laiton, fausse émeraude, bande de cuir-teint, et au milieu du désordre, une grande valise. Archibald fit claquer les 2 fermetures et l'ouvrit. Là, posé sur un capitonnage en velours, Excalibur reposait. Il resta un long moment sans rien dire, abasourdi par sa découverte. Il effleura du bout des doigts la lame argentée, sur laquelle des symboles avaient été gravés. Il avait suffisamment étudié l'alphabet runique pour pouvoir le lire. Il s'agissait de mots magiques conférant force et protection à son porteur. Il contempla avec émerveillement l'objet d'une grande simplicité. Son pommeau taillé a une tête de dragon doré, sa garde en bois de chêne enveloppée d'un morceau de cuir vert vieilli par les siècles,
sa garde-croix ornée d'un trèfle à 4 feuilles et à chaque extrémité, sa pointe brisée. Il remercia sa bonne étoile de l'avoir amené jusqu'à elle. « Professeur » l'appela Jane de la boutique. Archibald osa prendre l'épée de ses 2 mains. Il eut un léger étourdissement quand il éprouva toute la puissance qu'elle dégageait. Il se sentit, pendant un instant, invincible, immortel. Il ne vit ni n'entendit plus rien, mais discerna l'écho d'un grand roi, rendant sa justice, menant ses batailles, vivant ses passions, souffrant ses trahisons. « Professeur » le pressa Jane. Il sembla s'éveiller d'un long rêve. Il reposa Excalibur, s'essuya le front, frissonna. La chance avait enfin tourné. Il avait retrouvé la légendaire épée. « Professeur » Archibald maudit l'impatience de sa secrétaire. Il s'empara de la valise avant de retourner à la boutique. Alphire Rochambeau s'était réveillé de son inconscience. Il tenait fermement contre lui Jane, le revolver braqué sur sa tempe. Les prémices d'une bosse jaunâtre bourgeonnaient sur le front de la jeune femme. « Vous en avez mis du temps » s'exclama Rochambeau quand Archibald les rejoignit. L'archéomage évalua la gravité de la situation. Malgré son calme apparent, Jane était terrorisée. Il posa sans un geste brusque la valise au sol. « Belle prise » ironisa l'antiquaire. « Auriez-vous l'obligeance, monsieur, de ne pas effrayer ma secrétaire » demanda Archibald. « Auriez-vous l'obligeance, monsieur, de ne pas fouiller dans mes affaires » rétorqua Rochambeau. « Cette épée appartient à l'Institut des arts et des sciences magiques. Je sais, c'est là où je l'ai prise. » Archibald le foudroya du regard. Il n'apprécia guère la désinvolture dont faisait preuve l'antiquaire. « Comment vous y êtes-vous pris » demanda-t-il. « Je suis navré, mais un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » Alphire Rochambeau poussa Jane en avant. Elle trébucha pour tomber droit dans les bras d'Archibald, qui la réceptionna avec rudesse. L'antiquaire en profita pour prendre la fuite et l'archéomage le laissa faire. Le regarda faire. Ne devrions-nous pas l'arrêter? Laissez courir cet idiot, dit-il en haussant les épaules. Nous avons Excalibur, c'est le principal. Il remarqua le bel hématome rougeâtre qui ornait la joue de sa secrétaire. Lui-même ne devait pas être très beau à voir. Son nez lui faisait un mal de chien. De la rue leur parvint un hurlement qui les plongea dans l'embarras. « Au secours! Un voleur! Aidez-moi, on pille ma boutique! Que quelqu'un appelle la police! » Je retire ce que j'ai dit. Cet imbécile va nous causer des ennuis, déclara Archibald contrarié. Fichons le camp d'ici avant que ces cornichons de Scotland Yard ne répliquent. Jane vérifia par la porte que la voie était libre. Ils passèrent l'air de rien la porte, faisant bondir le carillon, puis, tête baissée, regagnèrent la rue avant de s'engouffrer dans le premier cab qui passa devant eux. « L'Institut des arts et des sciences magiques, et en vitesse !» ordonna Archibald avant de claquer la portière. Chapitre 2. Londres, samedi 1er janvier 1910. L'Institut des arts et des sciences magiques était situé sur l'artère de Piccadilly dans un hôtel particulier bâti dans le style néoclassique. Sa façade principale était constituée de 4 hautes colonnes et cernées par 2 cariatides, représentant pour l'une la magie, entourée d'une pluie d'étoiles ciselées, pour l'autre l'histoire, tenant entre ses mains un volumen. Archibald fronça les sourcils à la vue de la nuée de journalistes agglutinés devant la porte. Il avait toujours déconsidéré cette profession sans cesse en quête de sensationnel. Peu lui importait que l'Institut étudie les fondements de la magie pour la comprendre, tout ce qu'il voulait était savoir si le marteau de Thor faisait vraiment des étincelles. Jane connaissait son mépris pour les journalistes. Elle se demanda pourquoi ils s'étaient tous rassemblés ici. Comment aurait-il pu savoir que le professeur Twitter avait retrouvé Excalibur? « Que voulez-vous faire » demanda-t-elle à voix basse. Archibald hésita, grommela. Que faire? Ordonner au cocher de faire demi-tour, rentrer chez lui afin d'étudier l'épée à l'abri des regards indiscrets? Idée ô combien tentante s'il n'avait pas craint les foudres du recteur de l'Institut. Il fit signe à Jane de le suivre, dans l'espoir que ces imbéciles ne le remarquent pas. Tête baissée, ils sortirent du cabriolet et franchirent les quelques mètres les séparant de l'entrée. « Professeur Twitter !» Il étouffa un juron. Etty Cadwell se détacha du groupe de journalistes pour venir à sa rencontre aussi vite que ses jambes... que ses jambes emprisonnées dans sa jupe fourreau lui permet. « Quel plaisir de vous voir ici !» s'exclama-t-elle, un sourire ravi sur ses lèvres. Ses petits yeux furteurs notèrent aussitôt les contusions sur le visage de l'archéomage et surtout la grosse valise qu'il tentait vainement de soustraire au regard de la curieuse. « Que se passe-t-il » s'enquit-il en désignant la horde armée d'appareils photo et de calepins. « Vous l'ignorez, votre très estimé collègue, le professeur Horatio d'April, sera en Russie afin d'étudier un œuf de Fabergé que le tsar Nicolas a reçu en cadeau. » Archibald hocha la tête. Il ne l'avait pas oublié. D'April était un zoomagiste réputé,
qui étudiait l'anthropologie du bestiaire fantastique. Archibald avait vu des clichés du Disteuf. Fabriqué en corail rouge, décoré d'or, l'intérieur contenait le dernier embryon vivant d'un dragon. Il enviait beaucoup d'April, qui partait pour un voyage d'études de 3 mois dans la Russie mystérieuse des tsars. « Et vous, professeur Twitter, que nous ramenez-vous là? » demanda Miss Cadwell, louchant sur la mallette. Elle avait déjà sorti son calepin et un minuscule crayon, les yeux rivés sur Archibald, prête à tout noter. Il ouvrit et ferma la bouche comme un poisson, ignorant quel mensonge plausible proférer, et se retourna vers Jane en quête d'une idée pour faire fuir la journaliste. Je doute que vous noteriez quelque chose d'exaltant dans ce bagage, grimaçait Jane, volant à son secours. À moins que vous ne vous passionnez pour la correspondance des antiquaires de 1765 à 1823. 500 le paquet de lettres, une affaire. Et devinez qui va devoir trier tout cet embrouillé mamini? Archibald la fusilla du regard, mais ne rajouta rien. Etty Cadwell eut une moue compatissante pour Jane. Il y eut alors un mouvement de foule. Horatio d'April sortait de l'institut. Il salua d'un timide signe de la main la foule de journalistes et accepta de répondre à quelques questions lancées. Miss Cadwell en oublia Archibald et sa valise et se précipita vers lui, hurlant son nom. Archibald profita de l'effervescence pour se glisser entre les portes de l'institut, croisant au passage le regard du professeur d'April qui le salua de la tête. « Nous l'avons échappé belle, » souffla Jane quand ils furent à l'abri des murs de l'institut. Vous savez, Jane, c'est passionnant le classement et l'archivage des correspondances. L'histoire se comprend et se résout souvent au travers de cette documentation, certes faramineuse, mais riche en histoire et qui... Jane leva les yeux au ciel et le laissa s'enthousiasmer. Elle eut un court instant la folle envie de se précipiter au dehors pour crier à la foule de journalistes présents que le professeur Archibald Twitter avait retrouvé Excalibur. Qui se débrouille avec. « Ne souhaitez-vous pas vous entretenir avec Lord Favor Sam? Demanda-t-elle aussitôt. Archibald sembla se rappeler la raison de sa venue à l'institut. Suivi de Jane, il traversa d'un pas pressé le hall d'entrée au sol marbré et aux hautes colonnades, puis la grande nef centrale. Il se fraya un chemin à travers la foule de visiteurs venus admirer l'impressionnante collection amassée par l'Institut au fil des années et exposée sous la grande verrière. Les ailes de cire et de plumes utilisées par Icare et retrouvées au large de l'île de Samos, le siège périlleux figurant autour d'une réplique de la table ronde du roi Arthur, dans l'attente de trouver la vraie, la moitié de la chape de Saint-Martin donnée à un miséreux, l'épée brisée ayant appartenu à Jeanne d'Arc, la lance de Saint-Georges reposant aux côtés du squelette blanchi par le temps du dragon qui l'avait terrassé. Au deuxième étage se trouvaient les bureaux de l'administration et la grande bibliothèque qui regorgeait d'ouvrages anciens sur l'histoire de la magie. Archibald possédait son propre office, mais n'y allait que très rarement. Selon lui, les sites archéomagiques du monde entier étaient son bureau. Le cabinet privé du recteur de l'Institut se situait tout au fond du couloir. Le parquet de bois craqua sous leurs pas tandis qu'ils avançaient, accompagnés de l'odeur entêtante du papier, de la poussière, du renfermé. Archibald salua quelques collègues qu'il croisa sur son chemin. Le professeur magiste Leonard Stanhope, le professeur d'anthropologie magique Agatha Betterby, le professeur d'alchimie Junius Radcliffe et... Twitter! Archibald eut bien volontiers évité la rencontre avec Leontius Cogwright, le bibliothécaire de l'Institut. Il avait toujours craint le vieil homme aux yeux gris perçant derrière sa paire de lunettes dorées. Celui-ci agita un doigt accusateur sous son nez. « Professeur Cogwright !» s'exclama Archibald, faisant mine d'être ravi de le voir. « Vous êtes en retard, Twitter. Histoire de la théologie magique sous l'Antiquité, volume 1. Quand allez-vous vous décider de son retour à la bibliothèque? Cela fait maintenant 2 mois que vous l'avez embarqué dans vos pénates au lieu de 3 semaines accordées. » Archibald jeta un regard à Jane qui tenait là sa vengeance. Elle se contenta de hausser les épaules avec un sourire ravi. « Pourquoi pas aujourd'hui? » proposa Archibald. « Laissez-moi juste le temps de celui de notre très estimé recteur et je vous apporte votre ouvrage juste après. » Cogwright fronça les sourcils en cherchant l'entourloupe et se rapprocha d'Archibald, levant haut son menton. « J'espère pour vous que vous ne l'avez pas perdu, Twitter. Oh oui, je suis au courant de votre légendaire désordre, ne le niez pas. » Archibald eut la sagesse d'esprit de baisser les yeux d'un air contrit. De tout le personnel de l'Institut, voir Leontius Cogwright sous le dos n'était pas recommandé, au risque de se voir interdit pour toujours l'accès à la bibliothèque. Et s'excusa donc, une main sur le cœur, avant de s'empresser d'échapper à son regard chargé de méfiance sous le ricanement sournois de Jane. Voyons voir. Ne croyez pas que vous allez vous tourner les pouces pendant que je retourne tout mon bureau, la prévint-il lorsqu'ils atteignirent l'office du recteur.
Puis-je vous aider? Couina la voix de Quincy Saint-Georges, l'assistant de Lord Faversam, jaillissant de son minuscule placard à balai qui l'appelait bureau. Je dois voir le recteur. Je suis désolé, mais monsieur le recteur est débordé. Puis-je vous suggérer de prendre rendez-vous? Archibald fusilla du regard le jeune homme à la chevelure rousse gominée. Ce dernier remonta d'un geste nerveux sa paire de lunettes en écaille, mais soutint le regard de l'archéomage. Monsieur le recteur a des dispositions mercredi à 10 heures. Archibald l'ignora. Ne prenant pas la peine de frapper à la porte, il entra sous les récriminations de Saint-Georges. Lord de Théophanos Cadet, comte de Faversam, grand recteur de l'Institut des arts et des sciences magiques, interrompit la lecture de sa lettre et leva les yeux vers les intrus. Puis-je vous aider, professeur Twitter? Gronda-t-il de sa voix profonde, mécontent d'être dérangé. Jane, qui avait toujours été effrayée par l'humeur orageuse de Lord de Faversam, préféra rester dans le couloir en compagnie de Quincy Saint-Georges. Grand et sec, les cheveux gris tirés en arrière, une épaisse moustache impeccablement taillée, Théophanos Faversam avait la prestance d'un homme qui ne plaisantait jamais. Archibald ne parut pas s'émouvoir. Il s'avança dans la pièce et posa la lourde valise sur la table. Puis, sans un mot, mais débordant de fierté, il fit sauter les 2 verrous avant de l'ouvrir. Lord Faversam se leva. Aucune émotion ne traversa son visage tandis qu'il contemplait l'épée. Patiemment, Archibald attendit. Où? Demanda Faversam. Chez un antiquaire, à la fois faussaire et imbécile. Lord George Willoughby m'a donné l'alerte. Excellent travail, Twitter. Merci, monsieur. Archibald jura avoir vu un mince sourire se profiler sous la moustache de Lord Faversam. Il fut invité à s'asseoir, déclina le verre de Bourbon que le recteur servit pour célébrer le retour d'Excalibur au sein de l'Institut des arts et des sciences magiques. Faversam reprit place sur son fauteuil, croisa les doigts sous son menton. Nous devrions d'abord prouver son authenticité avant d'organiser une conférence de presse, finit-il par dire. Sans aucun doute, renchérit Archibald, opinant du chef. Une soirée d'inauguration sera évidemment à prévoir. Nous avons été la risée du monde lorsque ce vulgaire antiquaire nous a dérobé Excalibur. Je suis entièrement d'accord avec vous. En d'autres termes, Twitter, votre semaine va être chargée. Je vous veux aux côtés d'Excalibur à chaque instant. Archibald pâlit, certain d'avoir mal entendu. Il avait certainement autre chose à faire que de jouer la vedette d'une mascarade orchestrée par l'Institut. Courir le monde pour trouver des artefacts magiques, oui. Être sous le feu des projecteurs, certainement pas. Monsieur le recteur, il va falloir faire un effort, Twitter, le réprimanda Faversam. Le téléphone sonna au même instant. Le recteur décrocha le combiné, fronça un peu les sourcils, tandis qu'Archibald se renfonçait dans son siège, mécontent de la tournure des événements. Quoi? Encore? Très bien, dites à l'équipe que je descends immédiatement. Un problème, monsieur? S'enquit Archibald quand il eut raccroché. Hélas, oui. Il semblerait que le professeur O'Quinn soit sous l'emprise de cette maudite pierre d'obsidienne. Encore? Trouvée en Grèce dans les décombres du labyrinthe qui avait jadis servi de prison au Minotaure, la pierre noire avait la réputation de posséder l'âme de quiconque la manipulait. Dès sa découverte, le géomage professeur O'Quinn avait été fasciné par sa trouvaille. Bien décidé à en percer ses secrets, et ce malgré ses funestes pouvoirs. Lord Faversam se leva et appela d'une voix sonore son secrétaire qui accourut aussitôt. Veuillez disposer Excalibur dans notre coffre-fort et prévenez le journaliste que nous l'avons retrouvé. Twitter, je veux que vous restiez ici pour leur accorder votre premier témoignage. Bien, monsieur, marmonna Archibald en voyant Saint-Georges emporter la valise hors de sa vue. La mine basse, il sortit à la suite de Faversam, qui s'empressa de rejoindre le département des recherches de l'Institut pour venir en aide à son géomage. Alors, demanda Jane qui attendit patiemment le professeur dans le couloir. Archibald haussa les épaules. Mère va être heureuse de me savoir au centre de toutes les attentions ces prochaines semaines, dit-il dans un soupir. Il tira de sa poche sa montre à gousset pour y lire l'heure. Il était encore bien trop tôt pour le thé. Venez, Jane, allons mettre la main sur l'ouvrage réclamé par le professeur Codrock. Jane le suivit dans le dédale de couloir jusqu'à l'office privé de l'archéomage. Sur la porte était fixée une plaque en laiton sous laquelle on pouvait lire Archibald Twitter, professeur d'archéomagie. Archibald frotta la plaque avec son pouce, comme un rituel. Puis, il fouilla dans sa sacoche pour y dénicher une petite clé en cuivre qu'il inséra dans la serrure avant de tourner la poignée. Jane éternua quand un nuage de poussière s'échappa. Archibald pesta en enjambant le courrier que quelqu'un avait glissé sous la porte en son absence et que sa secrétaire ramassa derrière lui, secouant la tête avant de les fourrer dans son cabas. Un vague coup d'œil aux expéditeurs lui apprit qu'il ne s'agissait que de demandes d'expertise. Archibald posa sa sacoche de cuir sous son bureau en bois, croulant sous la paperasse, et une pile de livres qui ne s'était miraculeusement pas effondrée
en son absence. Eh bien, merci de ton passage, Moussicat, et bon après-midi à toi aussi. Ça, je vais terminer ma lecture. Il en reste pas beaucoup. Jane nota qu'il avait encore oublié de fermer son encrier lors de sa dernière venue qui remontait à plus d'un mois. Elle alla ouvrir en grand la fenêtre pour aérer la pièce, prenant soin de couvrir sa bouche d'un large mouchoir en sentant la poussière se frayer un chemin de sa gorge jusqu'à ses poumons. Elle déplora le désordre et l'indifférence du professeur. Partout des papiers, des crayons de bois, des livres, des télégrammes, des plans, des photographies, des objets et un crâne gisaient sur le plancher, sur la table, sur les chaises. Même la plante que Lady Twitter avait offerte avait fini par mourir dans un coin, présentant d'un air triste ses feuilles jaunâtres aux tiges racornées. Archibald se moquait du Capharnaüm ambiant. Il grimpa sur l'escabeau apposé contre l'une de ses bibliothèques pour y chercher Histoire de la théologie magique sous l'Antiquité, volume 1. Jane profita de ces quelques instants où il avait l'esprit occupé pour remettre de l'ordre sous son bureau. Elle eut la surprise de voir la recommandation qu'elle lui avait donnée lors de sa première venue à l'Institut quelques mois plus tôt et qu'il avait gardée enfouie sous une pile de traductions d'hiéroglyphes inachevés. Elle se souvint du jour où elle avait toqué à la porte du professeur. C'était le hasard qui l'avait poussée à passer un entretien. Elle ne connaissait rien à l'histoire et ignorait tout de l'archéomagie. Pourtant, elle avait tenté sa chance lorsqu'elle avait lu l'annonce dans le journal. Elle s'était présentée, nerveuse, à l'Institut. Elle s'était attendue à un vieux monsieur Bougon et avait été surprise lorsqu'un homme dans toute sa jeunesse lui avait ouvert la porte, les cheveux en pagaille, la cravate pendant de chaque côté de son cou, les manches retroussées jusqu'au coude. Archibald Twitter l'avait regardé de la tête aux pieds avant de lui fourrer une pile de documents entre les mains. « J'ai perdu là-bas Dévotio », avait-il gémi. « Le quoi ?» Archibald avait rangé la pièce, c'est-à-dire en déplaçant des objets de gauche à droite. « Il s'agit d'une plaque de plomb fondu, à peine plus grande que ma main, et trouée par endroits. »« Ça, vous voulez dire? » Il avait levé les yeux sur elle. Elle avait retrouvé l'objet en question sous un gros dictionnaire latin. Il avait poussé un énorme soupir de soulagement avant de lui prendre des mains pour l'étudier sous la lumière naturelle du soleil. Jane avait noté une série de lettres dont elle avait été bien incapable de dire la provenance. « Qu'est-ce que ça dit? » avait-elle osé demander, interrompant les réflexions du professeur. « Il s'agit d'une coutume romaine, une sorte d'invocation rituelle pour les dieux. Celui-ci fait partie des 7 dévotions trouvés dans une fouille archéomagique aux abords du mur de Londres, près du site d'Aldgate. Vous voyez ces écrits? » Elle s'était hissée sur la pointe des pieds pour regarder les gravures apposées qu'il désignait de l'index. De là où elle se tenait, elle avait senti les effluves que le professeur dégageait. Un mélange d'encre, de vieux papier et d'eau de Cologne. Les dieux romains sont appelés à protéger Londinium. Janus, Jupiter, Mars, dieux qui avaient le pouvoir sur nous et nos ennemis, nous vous prions, vénérons et supplions votre aide. Octroyez force et victoire aux gens de notre cité, accablés de terreur, d'épouvante et de mort nos ennemis. Et ce dévotion a marché? Bien sûr! Est-ce que Londres a été occupée par l'ennemi depuis tout ce temps? Pas à ma connaissance. Archibald lui avait souri avant de se ruer vers son bureau pour dénicher un étui de cuir dans lequel il avait placé la plaque de plomb pour la protéger. Qu'allez-vous en faire? Remettre le dévotion à sa place, pardi. Nous n'aurions pas l'air bête si Londres se faisait envahir par ses ennemis dans les années à venir. Souhaitez-vous vous joindre à moi? Je vous préviens, le site est en friche et vous risquez de vous salir. Elle n'avait pas hésité. 6 mois plus tard, elle était encore là, désespérée de le savoir si brouillon. Jamais il n'avait lu sa recommandation, jamais il ne s'était intéressé à ses expériences passées. Tout au plus avait-il demandé son nom, et si elle savait taper à la machine à écrire. Vérifier. Ah, c'est ça, il en reste pas long, comme j'ai dit. On toqua à la porte. Archibald, la tête penchée sur le côté, marmonnant les titres de ses ouvrages, demanda à Jane d'une voix distraite de bien vouloir répondre. Elle ouvrit la porte et eut un sursaut d'effroi lorsqu'elle fit face à une momie vêtue d'un élégant costume 3 pièces bleues, portant plusieurs rouleaux de papyrus entre ses mains momifiées. « Miss Appleton, dit-il d'une voix gutturale, quel plaisir de vous voir. C'est ça, triste, s'exclama Archibald en descendant de son escabeau, les mains chargées de livres poussiéreux. Cela fait bien trop longtemps, Archibald Twitter, s'inclina la momie en guise de salut. Qu'est-il arrivé à votre nez? Un accident, rien de dramatique. Ils se saluèrent en égyptien tandis que Jane restait en retrait. Elle ne se faisait pas à l'apparence du mort. Le corps desséché et de couleur brune, la chevelure rousse plaquée sur le crâne, le nez manquant, les orbites vides cachées sous une paire de lunettes au verre noirci,
le tout exudant un parfum de myrrhe, de cannelle et un ton en dessous de pourriture. Sesotris était l'une des toutes premières momies qui s'était réveillée quelques années auparavant lorsque son âme bas avait retrouvé son corps jet. Médecin et philosophe de l'Ancien Empire à la cour du pharaon Pépi Ier, il travaillait désormais pour l'Institut en tant que consultant de l'Égypte antique, partageant ses connaissances. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? La traduction complète des papyrus de Thoth, répondit Sesotris en tapotant ses papiers. C'est amusant. Vous autres êtes persuadés qu'il s'agit d'un livre rempli d'incantations, de sortilèges et de magie noire. De quoi s'agit-il donc dans ce cas? Sesotris haussa les épaules. D'incantations, de sortilèges et de magie noire. Archibald eut un rire. Malgré les siècles, Sesotris n'avait rien perdu de son humour. Mon ami, reprit la momie, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je pars dans quelques semaines en Égypte. Archibald poussa un soupir d'envie. Il n'avait jamais eu l'occasion de visiter le pays des millions d'années, malgré sa passion débordante pour ses trésors et ses merveilles. Il songea à un moment d'accompagner Sesotris. Peut-être pourrait-il convaincre sa mère de venir? Elle pourrait profiter de la douceur hivernale du Caire, tandis qu'il marcherait sur les pas des pharaons disparus. Puis il songea à Excalibur. Lord Favelsam serait fâché de savoir qu'Archibald avait faussé compagnie à l'Institut. Il serra la main de Sesotris, veillant à ne pas lui briser ses doigts fins et décharnés. « Mon ami, je vous souhaite un excellent voyage, dit-il avec un sourire. Je vous remercie, cher professeur. Pardonnez-moi, mais je dois me remettre au travail. Ces papyrus ne vont pas se traduire tout seuls. » Sesotris marmonna quelques mots en égyptien pour leur souhaiter la bonne journée sous la protection du dieu Amon. Puis il les quitta, la démarche hésitante sur ses jambes bien trop fines pour supporter son poids. La sonnerie d'un téléphone résonna sur le bureau d'Archibald qui sursauta. Il balaya ses papiers d'un geste de la main et la pile de livres finit enfin par tomber avec grand fracas, l'histoire de la théologie magique sous l'Antiquité, volume 1, bien en évidence. « Je vais ramasser, se défendit-il en croisant le regard fâché de Jane. « Oui? Twitter à l'appareil. Oh, bonjour, mère. Oui, j'entends bien, mais... Mère? Mère? Je ne... Oui, très bien, j'arrive. » Il reposa le combiné, bien embêté. « Je fais venir un cab? » devina Jane compatissante. « Oui, mais nous passerons par derrière. Je ne veux pas affronter la horde de journalistes que Lord Favelsam nous aura dénichés. »